bonjour et bienvenue à la 7ème émission de The Call. Alors aujourd'hui, on a une salle bien remplie. Les deux sont déjà en train de se foutre de ma gueule comme d'habitude. Akila, bonjour. Bonjour à tous. Alors pourquoi tu te fous de ma gueule hein? Non, rien, c'est drôle. Bon, t'as pas de chronique aujourd'hui? On essaye de se... Non, je crois pas. On essaye d'en avoir une la semaine prochaine, ça fait quand même un bail. Bon, pourquoi pas, je verrai. Nickel. Hugo, bonjour Hugo. Salut. Ça Toi, va par contre, t'as une chronique aujourd'hui. Ouais, enfin la suite de la chronique de la semaine dernière sur Marilyn Manson. Exactement, qui promet, hein, si elle est aussi bonne que celle de la semaine dernière. Tristan, bonjour. T'as pas de micro, mais bonjour. Salut. Donc toujours là pour foutre le bazar. Hein. Oui. Charlotte, rebonjour. Rebonjour. Bonjour tout court d'ailleurs. Tu as une chronique, c'est toi qui vas commencer du coup. Oui, les chroniques lycéennes. Très bien, accompagné de Julie. Julie, bonjour. Bonjour à tous. Chronique aussi à part, si j'ai bien compris. Je vais un petit peu aider Charlotte ou l'accompagner et puis après je vais faire une chronique personnelle. Ouais. Nickel. Et enfin, en invité, Monsieur Leroux. Monsieur Leroux, bonjour. Bonsoir. Vous êtes là pour en tant qu'invité, vous allez écouter avec nous l'émission et Tristan, tu vas poser des questions si j'ai bien... Non. Bon. Moi j'en ai... Ouais. Ouais. Et on n'a pas notre présentatrice météo ce soir. Non, on n'a pas Mathis. Mathis n'est pas là. C'est bien dommage. Tancred non plus, malgré que ce soit son anniversaire aujourd'hui, mais bon, on fera sans, hein, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait pas tous lui souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui? Oui, ça lui ferait plaisir. Allez. Joyeux anniversaire Tancred. Joyeux anniversaire, Tancred. On n'aurait pas dû, ça a saturé de fou, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite après le jingle avec la première chronique, la chronique actualité lycéenne de Charlotte, si j'ai bien compris, après le jingle. Bonjour à tous, voici les actualités du lycée Charles de Gaulle. Dans les menus de la cantine, pour cette semaine, nous avons remarqué à plusieurs reprises des végétaux comestibles de couleur verdoyante, plus communément appelés des légumes. Comment la cantine espère-t-elle nous faire passer les légumes ? Alors, hormis pour la bonne conscience, les légumes peuvent également être très bénéfiques pour la santé. Vous ne le saviez pas ? Si nous écartons les quelques bienfaits mineurs, bien sûr, qu'ils nous apportent, tels que les apports de vitamines, la diversification de notre alimentation, l'équilibre acido-basique de notre organisme, une meilleure digestion, le bénéfice pour nos os et nos tissus musculaires, manger des légumes nous permet avant tout d'avoir une belle peau. C'est d'une évidence soudain incontestable. La cantine du lycée Charles de Gaulle désire surtout le bon développement de notre épiderme. Enfin, nous pouvons souligner la fâcheuse habitude qu'a le lycée de temps à autre de placer dans cette fiche de présentation du menu des noms de salades qui nous sont aussi exotiques qu'inconnus. Qu'elles se nomment buffet de crudités, salade de maïs andalouse, salade tourangelle, salade mixte, salade piémontaise, salade de coleslaw, salade irlandaise, salade chauchoise, salade savoyarde, salade de blé à la mexicaine, et je fais l'impasse sur champignons à la grecque et autres betteraves rouges aux oignons, le lycée nous propose alors un véritable tour du monde en 80 entrées, en une semaine seulement. Alors, le lycée fait des efforts pour faire des repas à thème. Mais il y a une chose qui revient souvent, ce sont les plats normands, ou alors les plats avec de la pomme. Notre identité ne s'arrête pas à la pomme, il faut arrêter de mettre de la pomme dans un plat et de dire « Oh, c'est normand !» Mais alors comment créer un plat normand ? Prenez une pomme, Julie, et ajoutez-y un plat, quel qu'il soit. Vous pouvez également trempez votre préparation dans du calvados ou du cidre. Ensuite, ajoutez de la pomme. Et pour finir, saupoudrez de pommes. Vous avez alors devant vos yeux un typique plat normand que bien sûr les Normands dégustent tous les jours. Quelle chance nous avons. Polémique à propos des desserts du lycée Charles de Gaulle. Alors nous pouvons remarquer des desserts inexistants sur le buffet de la cantine, bien que figurant sur le menu de celle-ci. On arrive, 12h30, et là, plus rien. Plus rien que les goûts des yaourts nature. Lorsque nous avons la chance d'échapper au fameux yaourt quotidien mondialement connu et mythiquement drôle par son jeu de mots lait de vache, nous pouvons alors déguster le superbe fromage blanc. Seulement, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ces somptueux mets sont-ils continuellement recouverts de confitures, de coulis et autres fruits qui gâchent la saveur pure et simplissime de cet ancestral dessert ? Parlons maintenant de l'absentéisme des professeurs. Monsieur Gilles, absent depuis la rentrée, la classe de TS4 s'impatiente et commence à s'inquiéter pour son bac à lauréat. On lui souhaite néanmoins un bon rétablissement et on vient d'apprendre qu'il va être remplacé. Voilà, c'était les nouvelles du lycée Charles de Gaulle. Remplaçant, toujours absent à l'heure donnée. C'était cool, écoutez. Donc ça sera amené à revenir ce genre de petit format. Si on a des choses à dire, mais bon, s'il se passe des choses au lycée, quoi.
Mis à mort les menus de la cantine. Je vais merde à regarder les légumes d'un autre œil. Bon, bah écoutez, si personne n'a rien à ajouter, on va pouvoir passer à la suite. Pourquoi Hugo t'as pas arrêté de te marrer durant Ouais, c'est un bon public, Hugo. Il est vraiment sympa. Et je croyais qu'on devait pas saupoudrer de pommes. Qui s'accumulait, Monsieur Leroux qui a mangé le cookie avec une tête bizarre et qui me regardait. C'est vrai que je mangeais un demi-cookie, mais en écoutant une histoire de légumes, et je te regardais te marrer, alors que tu me regardais me marrer, ce qui te faisait marrer. Mais est-ce que c'est moi qui te faisais marrer ou c'est ce que toi qui me faisait marrer? Enfin bon, voilà. Très belle leçon de vie. Mais, bon, non, mais bon, c'est bienvenue sur Radio Infini. Et comme chacun sait, l'infini, c'est la Normandie. Car en effet, quelle autre image de l'infini peut-on avoir très concrètement et au quotidien qu'une étiquette de camembert sur laquelle est reproduite l'étiquette du camembert, sur laquelle est elle-même reproduite l'étiquette du camembert. C'est le bon mayonnaise, non? Notamment, oui, mais bon, le mangeur de bon mayonnais est un hérétique. Il faut, comme tout hérétique, le brûler. L'hérétique est celui qui a fait un choix. Hérésia, c'est le choix en grec. Il faut appeler les choses par leur nom. Le camembert mayonnais, ça ne peut pas être, ça n'existe pas, donc au bûcher. Tout à fait. Il y a des membres de ma famille qui, pendant plusieurs siècles, ont mangé du bon mayonnais. Effectivement, il faudrait les brûler, car effectivement, tel Brutus, en bon vieux romain, ma juste colère ne s'arrête pas au seuil de ma famille. C'est une nouvelle chronique, je t'ai pas au courant. Beaucoup hémiphilis, non? On est parti Bon. du camembert. Oui, voilà. Voilà, c'est parti. On va du coup pouvoir passer à la chronique d'après, la chronique de Julie. Encore une fois, après le jingle. Tout de suite. Aucun vaccin, aucune recherche. Elle touche des milliers, que dis-je, voire des millions d'êtres humains chaque jour, chaque heure. Au moment où je vous parle, des hommes agonisent de ce fléau. Êtes-vous atteint? Pour cela, je vous propose un dépistage sous la forme d'un questionnaire. Repoussez-vous tout travail, quel qu'il soit, au jour suivant? Manquez-vous de courage pour aller aux toilettes lorsque vous êtes dans votre canapé depuis quelques heures? Si vous avez répondu oui à ces questions, vous êtes atteinte de la fainéantise. Vous avez une sorte de répugnance au travail et à tout type d'effort. Si vous n'avez pas eu le courage de répondre aux questions, vous êtes atteinte d'une fléminite aiguë. Alors là, c'est plus grave. Vous voulez en guérir? Aucun antidote n'existe. On ne fait rien contre ce mal à croire que tout le monde est atteint. Alors comment vaincre la paresse? Comment vaincre la flemme? C'est ce que j'ai demandé autour de moi, à mes amis, à ma famille, et alors on m'a dit, fais des listes. Fais des listes de tout ce que tu as à faire, des plannings, des tout, sur des petits bouts de papier, comme ça, avec des petits traits, comme ça, après tu peux barrer tout ce que tu as fait, et après tu te sens mieux. Un agenda, bon, très bien, mais je crois que la flemme, il n'y a pas trop de solutions. C'est une fatalité, je crois que c'est le mois de novembre qui me veut ça à tout le monde. Novembre, c'est éreintant, c'est le mois de la fainéantise. Alors, il y a un site qui s'appelle Google Trends. Alors, sur ce site, vous mettez un mot-clé et le site va vous dire combien de fois il a été recherché sur Google durant l'année et à quelle période de l'année il a été le plus recherché. Alors, on remarque que les pires mois de l'année, les mois qui provoquent une flemme unanime sont en effet novembre et février. Les mots désespoir, flemme ou les phrases telles « que faire de ma vie »,« je n'ai pas envie de travailler » sont plus recherchés durant ces mois. Mais alors, quel est le plus horrible des mois entre février et novembre? Entre novembre et février, quel est le pire? Je ne sais pas. Le temps de novembre est tout aussi triste que celui de février. Les fêtes de novembre et de février. En février, il y a bien la Saint-Valentin, cette fête merveilleuse où des amoureux se rappellent qu'ils s'aiment en s'invitant au restaurant. Il y a aussi les Lupercales chez les Romains qui se déroulaient du 13 au 15 février. Des hommes armés de lanières de peau de bouc fouettaient les femmes qu'ils rencontraient dans la ville. Une fête très très sympathique. En novembre, on fête aussi les héros de la Grande Guerre. Moi, je ne sais pas vraiment quel est le pire, mais ce qu'il faut, c'est trouver une solution à cette flemme qui nous touche tous. Alors moi je vous propose qu'on se renseigne, qu'on interroge tout le monde, qu'on se ligue tous contre ce mal du siècle, ruons-nous au brocard, arrêtons de prononcer les poufs, les oh, les non, mais oh je vais rester là, au pire je réviserai demain, arrêtons le conditionnel, révisons au fur et à mesure, réveillons-nous à la première sonnerie de notre réveil, oh puis non, la flemme.
On n'a de toute façon aucune chance face à la flemme de novembre. L'être humain est un grand mammifère. Mais même un grand mammifère boréal, et comme tous les grands mammifères, il aura sans doute tendance à hiberner, en tout cas au moins à ralentir son activité. Et nous, comme des crétins, c'est effectivement en hiver qu'on a l'activité maximale, et en été qu'on va rien foutre. Non, c'est complètement crétin. Je veux dire. Notre calendrier, le calendrier productiviste, le calendrier en fait donné aux gens par la révolution industrielle est complètement anti-biologique. J'aurais tendance à dire, c'est le capitalisme contre la biologie. Entre le capitalisme et la biologie, il faudrait choisir. Ça dépend, désolé d'interrompre, mais ça dépend des régions, puisque, par exemple, moi qui viens de Nouvelle-Calédonie, donc l'été et l'hiver sont complètement inversés. Voilà, chez nous, on ne connaît pas, les rares moments où il pourrait faire 0, c'est encore dans les creux de vallée. Et encore, ça va. Sinon, le reste de l'hiver, il fait 15 degrés. Hein, donc, c'est quoi le froid? Donc la flemme ne touche pas la Nouvelle-Calédonie, c'est ça que tu es en train de nous dire? Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est des propos. Je n'ai pas dit ça. À propos de novembre aussi, c'est le mois où les vieux meurent. Ah bon? Non, c'est vrai, en automne, ouais. Oui. Non, c'est pas une blague. L'automne est particulièrement la saison meurtrière pour beaucoup de personnes âgées. Le printemps un peu aussi, mais vraiment l'automne, en particulier le mois de novembre. Alors, est-ce que c'est une manifestation de flemme? Est-ce que le vieux ou la vieille, vraiment, on a vraiment tellement marre? Non, allez, j'arrête. Est-ce que c'est ça? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, novembre. Bon. Eh ben, on va pouvoir... Ah non, Tristan Non, si. Mois de novembre, hein, le mois de toutes les bonnes choses, j'ai envie de dire. D'un point de vue. D'accord. Bon, on va pouvoir passer donc à la 3e chronique de cette émission. Hugo, t'es prêt? T'as compris? Oui. Eh ben, juste après le jingle, on reprend la 2e partie de la chronique métal de Hugo. Donc, Hugo, tu nous avais fait un début de chronique la semaine dernière sur Marilyn Manson. Tu nous avais fait un peu le début de sa vie et ses 3 premiers albums. En gros, j'avais fait vraiment bien. le début de sa vie, sa carrière, et vraiment les 3 albums majeurs que j'ai vus. Donc, on avait parlé vers la fin d'Hollywood et de la tuerie de Columbine. Donc, on avait parlé de Michael Moore et tout ça. Et donc là, on va juste continuer avec, je dirais, la fin de sa carrière et puis 2-3 petites anecdotes. Donc, ça sera beaucoup moins long que la semaine dernière. Très bien, nous sommes tout oui. C'est à toi. Donc après avoir parlé donc d'Hollywood qui était sorti alors en 2000, donc avec notamment suite à la tuerie de Columbine, donc en 1999, donc il a sorti cet album. Et après, donc on a en 2003 The Golden Age of Grotesque. Donc c'est un album, voilà, il n'y a pas tellement d'engagement dans cet album-là, c'est plus un album un peu désinvolte, avec un agorome emprunté aux années 30, les années folles et tout ça, donc notamment quand il se mettra avec la striptease de Dita Von Teese, qui est une pin-up, enfin qui reprend la stylistique des pin-up, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Si. Voilà. Donc qui va vachement l'aider, donc notamment dans ses clips et dans l'industrie donc filmographique entre guillemets pour réaliser les clips des vidéos, notamment Mob Scene. Donc il va être aussi aidé par le plasticien et artiste, il me semble qu'il est autrichien, Gottfried Vine, donc qui est un sacrément bon artiste. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous. Non, bon. Voilà, donc c'est celui qui avait réalisé, comme j'avais parlé avant sur la chronique de Rammstein, l'album avec tout le style donc de l'album de Rammstein, Sehnsucht, merci Tancred pour la traduction, et FIBA de Blackout de Scorpion. Voilà. Donc après ça, donc il tisse aussi énormément de liens avec Johnny Depp. Donc notamment ça va vachement l'inspirer pour Charlie et la chocolaterie, donc qui réalisera, il me semble, avec Tim Burton, je crois. Donc ça va vachement l'aider au niveau de la stylistique, donc notamment les vêtements, l'effet un petit peu désinvolte, quoi. Bon, je vais éviter de digresser trop parce que sinon on va encore y passer des heures comme la dernière fois. Donc en 2007, après on a un best-of, donc Lest We Forget, donc un classique avec les reprises, donc la reprise de Sweet Dreams dans l'album qui avait sorti je crois que c'est un album qui est sorti en 94 dont j'avais parlé avant. Donc après voilà des petites reprises vite fait. Donc après en 2007,
Donc il continue vraiment sur sa carrière, mais il est plus dans les grands élans qu'il avait connus, donc avec le cycle principal avec Antichrist Superstar et Mechanical Animals comme j'en ai parlé avant et Hollywood. Donc là c'est plus une vague continuité, il a sa rupture avec Dita Von Teese, donc il est complètement dévasté, un peu déprimé, donc on retrouve un peu la même ambiance que dans Mechanical Animals, donc l'album, son 4e album. Voilà, donc il y a la rupture difficile. Après en 2009, donc on tombe sur The Iron of Law. Donc là c'est pareil, donc ça continue vraiment donc dans la continuité des différents albums qu'il avait sortis avant. Est-ce que pendant les... Parce que là, je vois que tu dis que c'est des albums un peu moins engagés. Que Ouais, un peu. Est-ce qu'il se perd un peu ou est-ce que c'est plus un virage qui est... Je dirais pas que c'est un virage, je dirais que c'est une période où il est... Je sais pas, il sait pas où il en est, quoi. Il est complètement perdu, la rupture était difficile, il a fait une déprime, il a failli se suicider d'ailleurs. Voilà quoi, il est complètement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se passent dans sa vie quoi. Il sort des albums histoire de sortir des albums et de montrer qu'il est encore vivant, mais il n'y a rien de bien. Il essaye, on va dire. Voilà, il n'y a pas de. Donc après en 2012, donc c'est pareil, donc il y a Born Villain, donc qui sort qui est pas terrible non plus. Enfin selon moi, après il y en a qui l'ont apprécié, mais moi c'est pas. C'est pas le Manson que c'est t'attendais. pas non, c'est pas vraiment dans ses débuts quoi. Donc il suit la ligne donc de Hit Me Drink Me, donc avec un espèce de monstre complètement sarcastique, complètement dépravé, mais on reste dans quelque chose qui est pas, il y a pas d'innovation quoi. C'est donc après donc il y a toujours la violence, l'anticléricalisme, donc la haine contre la société américaine bien pensante soi-disant. Et là donc en 2015. Gros coup de poing sur la table, il sort The Palm Emperor, donc un gros retour en force. Donc The Palm Emperor, donc c'est une petite référence donc c'est un empereur romain, alors que je ne fourche pas le nom, donc qui est Héliogabale, donc dans un livre qui lui avait été offert par son ami Johnny Depp, où donc c'est le titre du livre c'est Héliogabale ou l'empereur couronné. Donc oui c'est ça, l'anarchiste couronné pardon. Donc où il va reprendre tous les codes qu'il avait déjà édifiés depuis avant. Donc il a une innovation notamment au niveau de la musique et des basses. Il y a le retour de Twiggy Ramirez qui était un de ses principaux bassistes. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose qui change. Et ensuite donc en 2017 on a Heaven Upside Down. Donc pas fou non voilà. plus. Personnellement c'est un gros béquet à baraque. Il lui aurait passé un an de plus, ça aurait pu être potable, mais voilà quoi. Précipité comme album. Ouais, trop précipité. Je pense qu'il veut soit sortir un dernier album d'ici 2019-2020, mais je pense qu'il est vraiment dans la fin de sa carrière. Il a envie d'arrêter. Est-ce qu'il est temps d'arrêter ou est-ce qu'il est... Je pense qu'il a simplement envie de continuer les tournées ou les festivals, mais sans reproduire d'album, quoi. Juste, je pense qu'il a juste envie de se poser et d'arrêter. Trouver autre chose. Voilà. C'est dommage pour quelqu'un qui avait commencé comme ça. Ouais, après, c'est vrai qu'il a eu une sacrée carrière. Faut voir aussi, il a pas... On va dire que c'est en 15 ans, il est quand même devenu le principal cauchemar des États-Unis, quoi, façon de parler. Et là, donc après, donc pour conclure, la société bien pensante américaine. Oui, comme on a pu le préciser dans la chronique de la semaine dernière. Et de la religion américaine. Pas de la religion américaine, juste du. Quand même un peu, je pense. Non, simplement du puritanisme Alors, américain. j'aimerais bien que tu me précises religion américaine. Oui. Non, Tristan. Moi, les Américains ont leur propre religion, puisqu'ils entre guillemets, quand le président prête serment, il ne le prête pas il le prête sur une Bible, mais une Bible des droits de l'homme. Donc pour moi, d'une certaine manière, ça fait un peu comme un côté. Oui, là-dessus, c'est un côté religieux, mais après, je dirais que chaque pays, il y a les 3 grandes religions abrahamiques, mais après, chaque pays a différentes visions ou manières de le faire. On voit les Américains, c'est pas la même chose qu'en Europe ou qu'en Afrique. Oui, et puis vous m'excuserez, c'est vachement. En Europe, déjà, on a. Enfin, même quand on compare juste un fait tout bête, le taux d'athéisme aux États-Unis et en Europe, il est vachement différent. En France, on est un des pays les plus athées du monde avec environ 60%. Alors qu'à côté, aux États-Unis, on a environ 80%. On a aussi des fanatiques. Dans le refrain d'une chanson de Manson dont j'avais parlé, The Fight Song, The Love Song, où il dit donc déjà I've got a crush on a pretty pistol, donc j'ai un coup de foudre sur un pistolet, donc il use vraiment la folie américaine. Quand je vois cette vidéo de cette gamine qui circulait sur internet où elle s'est mise à pleurer le jour de son anniversaire, la gamine devait avoir 11-12 ans parce qu'elle recevait un fusil, vous m'excuserez mais merde, j'offre une Kalachnikov à mon petit frère, il se met à pleurer de joie, non mais voilà quoi. Je veux dire, faut arrêter. J'ai pas compris le... Ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui me scandalise personnellement, c'est que de voir que des gamins de leur âge sont heureux de recevoir une arme à feu entre les mains.
Ils n'ont pas l'image de la dangerosité. Et le pire, c'est qu'après, le peuple américain s'exclame « Oh, bah il y a eu encore une tuerie !» On se demande bien pourquoi. Non, mais les tueries dans les lycées, Columbine, ça en fait partie. Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Oui, enfin, c'est un gros débat que celui des armes. Oui, du port d'armes, tout c'est simplement. qu'on a les lobbies des armes qui tapent, entre guillemets, aux fesses des candidats en politique. Hein, et puis bon, c'est pas comme si Trump, pour l'instant, il allait faire grand-chose à propos de ça. Il faudra au moins attendre le prochain. Et encore. Oui, je sais bien, mais... C'est la question des armes est quelque chose d'extrêmement complexe. Il n'y a sans préparation, sans avoir réfléchi d'avance au sujet. Il n'y a pas donc certes aux États-Unis, il y a énormément de tueries collectives, donc de meurtres de masse. On parle, si je me rappelle bien, on parle de meurtres de masse à partir de 5 victimes. Oui, c'est ça. Dans un seul shooting. Le terme shooting n'ayant pas le même sens que le mot fusillade en français. Quand j'entends fusillade en français, je conçois un échange de coups de feu, tandis que donc une forme de bilatéralisme de l'action. Tandis que quand il y a shooting, le shooting, lui, peut être tout à fait unilatéral. Je vous flingue tous, c'est un shooting et je continue l'émission. Non. Je n'ai pas l'intention de le faire, je ne suis pas venu outiller. Et là, ils commencent tous à me regarder d'un air vaguement inquiet. Non, ça va. On regarde le sac, s'il n'est pas trop gros. Non, ça va. Non, ça va. Ils savent que je suis certes flingueur, mais non pratiquant. Et oui, on en a toujours la religion, la croyance et la pratique sont éventuellement deux choses différentes. Donc, s'il n'y avait pas autant d'armes répandues dans la société américaine, peut-on penser il y aurait moins de tueries. Certes, on peut le penser. Ceci dit, il n'y a pas que l'aspect, disons, nombre d'armes distribuées dans la société. Il y a aussi un aspect culturel. Si on regarde parmi les pays d'Europe, si on considère par exemple la Suisse. Oui, il y a énormément d'armes. La Suisse est un des pays d'Europe où il y a le plus d'armes dans la population et des armes de guerre. C'est-à-dire des fusils d'assaut, exactement, du type ou de la famille de la R15. L'arme préférée des tueurs de masse. Mais parce que l'armée suisse est une armée de milices où chaque hommes adultes, à ma connaissance, ils ne sont pas encore passés à l'égalité entre les genres de ce côté-là. Le service militaire, à ma connaissance, ne concerne toujours que les hommes en Suisse, et donc les femmes sont beaucoup moins armées que les hommes. Mais chaque homme adulte est censé avoir une arme de service, donc une arme de guerre chez lui, et un stock de munitions, disons, pour la première urgence. Des fois qu'il se passerait des trucs. Mais des tueries de masse en Suisse, il n'y en a pas eu vraiment, quoi. Il y en a pas. Alors, deux pays en Europe ont connu quelques tueries de masse ces 20 dernières années. De tête, ce sont d'ailleurs l'Allemagne fédérale et la Yougoslavie, c'est différent. Là, c'est un pays qui sort d'une guerre civile, qui sort d'une série de conflits civils et interétatiques. Où ce sont toujours des situations où pendant plusieurs années après la fin d'un conflit, la situation n'a rien de normal, il y a des flingues qui sortent, et on a pris l'habitude pendant une guerre civile de régler ces menus conflits de voisinage, les armes à la main. Eh bien, on a du mal à passer à une vision plus civile, pacifique, apaisée des relations entre voisins. La Finlande aussi a connu quelques tueries de masse. Les Finlandais sont armés jusqu'aux dents. Là, c'est pas comme la Suisse, mais c'est une culture de la chasse. Le Finlandais ne se sent finlandais que s'il chasse dans le grenier. Voilà, s'il peut aller chasser l'élan.
ou l'ours. Alors, donc, L'ours russe ou l'ours alors oui, alors les Finlandais, dans l'histoire finlandaise, la guerre d'hiver notamment. les Finlandais sont très très fiers, et on peut le dire à juste titre, de leurs exploits, en gros à 1 contre 10, dans la guerre d'hiver et la guerre de continuation contre je me l'Union souviens plus soviétique. du prénom, mais il y avait un des meilleurs snipers de l'histoire qui était Tout à fait. finlandais à Tout à l'origine fait. et qui a réussi à descendre une division entière soviétique à lui tout J'ai seul. pas le. Alors bon, alors on pourrait faire, alors dans le politiquement incorrect, ah oui, non, mais les Finlandais, ils ont quand même des noms impossibles à se rappeler avec des doubles voyelles, tout ça. Non, c'est pas permis. Bon, allez, pas sur les Finlandais, on coupera ça ou pas. Bon, on verra. Bon, on n'a pas trop de Finlandais dans le coin. Normalement, parmi le peut se public, il permettre. devrait pas y avoir trop de Finlandais. Bon, Non. donc, C'est pas assez froid pour eux ici. Il fait froid quand même en hiver, hein. Sous-estime pas la Normandie. s'il te Non. Oh, ça va encore. On en parle des pauvres Canadiens qui font du 40 au moins 40. Ah bah oui, mais ils sont habitués, ils sont Mais en armés. tout cas, pour ce qui est des, Pour le froid. pour ce qui est des armes, la question est complexe, mais il est clair que il y a deux choses, hein, aux États-Unis qui sont tout à fait problématiques. C'est une présence dans la population d'un nombre d'armes et d'armes de guerre tout à fait invraisemblable, et une culture américaine qui n'est pas si ancienne que ça. Qui n'est pas si ancienne que ça du tout. D'ailleurs, Mais qui s'est donc une culture des armes, une culture autour des armes qui s'est développée depuis quelques dizaines d'années. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai lu l'autre jour où certains Américains, notamment républicains, se défendaient le droit de posséder une arme grâce à un extrait du texte de la Constitution, mais qui avait été totalement détourné. Parce qu'à la base, c'est en fait chaque citoyen américain doit posséder une arme dans le contexte suite à la guerre qu'il y avait eu d'indépendance contre les Britanniques. Et au final, c'était plus pour se défendre d'une invasion extérieure Exactement. qu'intérieurement. La justification du port d'armes et la justification de la détention d'armes par les Américains est tout à fait justifiée, énoncée dans la Constitution des États-Unis, et justifiée par le fait de la nécessité d'une milice bien réglée. Je cite de tête, mais il me semble bien que les mots de la Constitution des États-Unis, c'est milice bien réglée. Donc là, on traduit en français, bien sûr. Et donc, il ne s'agit pas simplement dans l'esprit de la Constitution des États-Unis d'un port d'armes distribué, réparti à tout un chacun, et sans objet particulier et sans cause particulière. Non, il s'agit bien, oui, de défense collective, d'organisation, autant dire para-étatique, les milices ayant pour objet de pouvoir se défendre effectivement contre, par exemple, une nouvelle invasion britannique. Je pense pas que les Britanniques, dans l'état actuel dans lequel ils sont, seront en capacité d'envahir les États-Unis. Ils sont revenus une fois en 1812-1813 aux États-Unis. Ils ont un petit peu incendié la capitale, mais bon, ça c'est des choses qui se font quand c'est la guerre. Ça se fait toujours. Bon. Enfin, des choses qui se font quand on fait la guerre. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on a codifié la guerre avec l'interdiction, par exemple, de non-prolifération des armes nucléaires, d'utiliser des agents chimiques ou toxiques ou bactériologiques, mais à la base il me semble que la guerre ça fait des morts, donc c'est totalement absurde, il y aura des morts dans tous les cas, c'est réglementer quelque chose d'absurde. C'est comme dire vous avez le droit de tricher, mais vous n'avez pas le droit de tricher de telle ou telle manière. Au final les gens y arriveront et pourront le faire. Effectivement, en ce qui concerne les armes aux États-Unis, voilà, disons qu'on n'en finira pas ce soir et on ne bouclera certainement pas l'argumentaire ce soir. Pour ce qui est de la guerre, il y a un effort, l'effort de réglementer la guerre est déjà très ancien. Je vous renvoie à Saint-Augustin, évêque d'Hippone,
D'accord, Saint-Augustin est né vieux con un petit peu, mais bon, si, il faut le dire. Mais il a essayé il a même théorisé la guerre juste. Alors, il y a des guerres qui seraient justes et des guerres qui ne seraient pas justes. Alors la guerre défensive est par nature juste, apparemment. Mais alors, à partir du 19e siècle, et en particulier au début du 20e siècle, on s'est effectivement efforcé de régler certains aspects de la guerre, pas vraiment de réglementer la guerre, mais plutôt de réglementer certains aspects. Le nombre de morts de la guerre. Non, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Ça me fait penser à une petite histoire par rapport à la campagne napoléonienne en Égypte. Lorsque l'armée est remontée et que la flotte de Bonaparte a été coulée dans la rade des Boukirs, ils ont dû remonter par le nord au niveau des pays du Levant, Israël et tout ça. Et ils sont tombés sur une forteresse. Et donc les gens ont refusé de se rendre. Et donc Napoléon a effectué un siège, a pris la forteresse de force. Sauf que l'un de ses généraux, dont je ne me rappelle plus le nom, a pris tout le monde en prisonnier. Et Napoléon, fou de colère, leur a dit « Mais qu'est-ce que vous allez me foutre de ça ? Vous savez pas, on a déjà une armée qui est en déroute, une flotte de coulée et des soldats à nourrir. Vous allez me bâillonner tout ça pour économiser les munitions. » Donc du coup, ils ont bâillonné femmes, personnes âgées, enfants, juste parce que ça coûtait trop cher à nourrir et à la baïonnette, bien sûr, pour éviter d'utiliser des munitions. Je ne connais pas l'épisode, mais je vous renvoie à Romanum Est sur YouTube. Oui, mais effectivement, les guerres de la Révolution et de l'Empire, sans constituer tout à fait le tournant, sont à l'amorce d'une évolution de ce qui va être le droit de la guerre. On commence à se dire. On va se dire au cours du 19e siècle, on va commencer à se dire il y a des choses qui se font à la guerre et il y a des choses qui ne se font pas. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait que on dit qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas, et donc en conséquence de quoi on va essayer de réglementer les choses qui se font et les choses qui ne se font pas à la guerre par des accords internationaux. Alors ça va être les conventions de La Haye, puis les conventions de Genève. Et puis un certain nombre d'accords internationaux qui, comme tu l'as dit, prohibent notamment en principe les gaz de combat. En principe, c'est ce que j'étais en train de poser comme question. Notamment le scandale. Mais en réalité, la réalité est toujours, la réalité est toujours bien plus moche à la guerre, parce que la guerre est le moment où tout est possible. Tous les coups sont permis. Vous avez parmi les principes des conventions de Genève, je ne sais plus dans quelle convention, il y a un principe de proportionnalité. Alors c'est-à-dire que il y a un principe de proportionnalité de la violence. C'est-à-dire que si on vous tire dessus au fusil, dans le principe, si on vous tire dessus au fusil, vous ne devriez pas répondre au canon. Pardon, c'est le principe du talion. Oui, mais c'est un principe de proportionnalité pour éviter normalement les dommages collatéraux. C'est parce que les Américains prenaient pendant la guerre froide. En réalité, mais quand vous êtes quand vous êtes tactiquement, c'est-à-dire sur le terrain, à la tête d'une unité quel qu'il soit, on vous tire dessus. Si vous êtes officier, vous êtes commandant d'une unité quelle qu'en soit la taille, votre principal souci est la préservation de la vie de vos personnels. On ne dit plus hommes. Dans l'armée française, on dit les personnels, mesdames. Voilà, on n'a pas 600 hommes dans le bataillon. Ah non, on a 600 personnels. Et oui, on essaye d'être moderne. On ne peut même plus utiliser le mot unité. Je pense que si. On va pas entrer dans ces. Là, je ne me permettrai pas d'élaborer sur certains aspects. Je sais qu'il y a certains théoriciens de la guerre, qu'ils soient plus ou moins vieux. Sun Tzu utilise majoritairement le mot unité, par exemple. Certes. Mais si vous êtes à la tête peu importe la taille de l'unité, du groupe,
de soldats que vous êtes, vous voulez préserver leur existence en vue de votre mission ou des missions à venir. Donc effectivement, si on vous tire dessus, vous écrabouillez ce qu'il y a en face par tous les moyens. Comme avait dit, alors c'était à la fin c'était dans le nord du Mali. Je me rappelle un reportage fait sur le terrain, des soldats français qui dans l'Adrar des Ifora. Pendant l'opération Serval ou Barkhane? Oui, à la fin de l'opération Serval. Donc dans l'Adrar des Ifora, dans le nord du Mali. C'était la planque de tous les terroristes. Affrontait des barbus à bavettes. On ne savait pas trop combien il y avait de barbus avec des kalachnikovs qui se cachaient dans les cailloux. Ça fait un peu comme le massif montagneux qui est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Oui, au final. on entend très distinctement l'officier français commander à ses personnels: balancez-leur tout ce que vous avez. Et ça a fini, en fait, les barbus avaient des kalachnikovs. Ça a fini quand l'hélicoptère de combat est arrivé et a tout pété au canon de 30 et à la roquette. Enfin bon, quand on compare le calibre d'un FAMAS et d'une kalachnikov, ça se voit pas trop. Non, mais je dis, là, c'était en face, ça a fini au 30 mm et à la roquette de 70. Est-ce que le barbu était proportionnel? Alors, ça peut être une phrase que le barbu est-il proportionnel? Alors, je pense qu'il a bien rendu ce genre de choses, j'ai envie de dire. Et puis il est mort en shahid. Alors, vous auriez pu continuer, c'était juste pour... T'avais fini ta chronique? Parce que je vais pas mettre ma conclusion, sinon ça fait 10 minutes qu'on tergiverse, donc ça fera un petit peu... Plus de 10 minutes même. Mais là, ta chronique, on peut continuer après. On s'est beaucoup écarté du sujet. Donc... Il y avait un sujet? Je sais pas si je... Non, absolument pas. Je sais pas si on conclut du coup, c'est vrai que ça a été assez rapide, parce que j'ai dit la majorité des trucs. On a encore du temps, donc éventuellement, Akila, en on va gros, peut-être petite conclusion rapide, donc je pourrais dire qu'en 15 ans, Marilyn Manson est devenu le pire cauchemar de la bonne opinion américaine. Donc c'est un petit peu un provocateur, donc Kenney est vraiment extrême, il brise des tabous, il est épris de culture, donc c'est notamment un passionné d'art, il peint aussi chez lui. Et notamment, c'est quelqu'un de vachement humain. On peut le percevoir comme un gros monstre, mais c'est un mec qui aide financièrement ses parents. Il a fait une grosse dépression pendant plus de 2 ans lors de la mort de son père, parce qu'à la base, son père lui avait dit non, tu perceras pas dans ce milieu-là. Et au final, il a été très très fier de lui. Ça peut paraître comme ça. Même pendant les interviews, il est tout calme. Non, mais vraiment. En fait, il est tout doux. Il est tout doux. Et il combat, et notamment, on peut dire que les personnes, notamment ses détracteurs, peuvent dire que c'est une brute violente. En attendant, c'est peut-être un des seuls artistes qui se bat aussi fortement contre les armes aux États-Unis et pour contre ça, quoi. Pour la paix. Voilà. Je dirais ça fait un peu pato. Ouais, c'est ça, un peu pato. Et sinon, je dirais plus qu'on pourrait le décrire comme le fils spirituel de David Bowie et le frère maudit de Trent Reznor, du coup, donc que j'avais parlé. Trent Reznor, Nine Inch Nails, j'avais parlé au départ, celui qui l'avait, celui qui l'avait propulsé sur la scène métal en 1994. Oui, voilà. Donc, écoute, très bonne fin de chronique. Ah si, juste petite citation de sa part. L'Amérique a besoin de moi. S'il ne m'avait pas, elle serait vraiment dans la merde. Ça va. Bonjour. Trop, les chevilles, tout va bien. Voilà. C'est petite citation de Manson à la fin du vos chevilles, vous êtes sûr que vous rentrez toujours dans vos chaussures? Oui. Le 53, tout va bien en taille de chaussures. Oh, je pense on va dire plutôt un petit 70. Bon, en tout cas, très bonne fin de... Marilyn Manson qui se chausse, c'est la chaussure qui se Marilyn Manson. Très bonne deuxième partie de chronique. Des politiques américains. On est très content de l'avoir eu en plus. C'est surtout ce qui est dommage, c'est qu'au final, ce qui est dommage, c'est qu'au final la petite partie était courte, donc si j'avais rajouté ça à la chronique d'avant, ça aurait fait vraiment un seul bloc. Parce que du coup j'ai fait 85% de tout ce qu'il y avait à dire à la chronique dernière et là. Mais tu nous avais dit qu'il restait. On pouvait pas le deviner. Tu nous avais dit qu'il restait 15-30 minutes. On pouvait. Au départ j'avais prévu 25 minutes, mais étant donné les digressions, les petits débats et puis éventuellement les petites explications. Mais bon, on va pouvoir passer donc à une dernière chronique. Finalement, je vais me faire du tort à ce que j'avais dit en début d'émission. Akila, on t'a réussi à trouver un peu de temps. Vite fait, oui. T'as un sujet, c'est bon? Donc on te lance après le jingle.
Alors, je vais, pour Monsieur Leroux, je vais introduire un manga qui est sorti donc cette année en 2017, et il est très très jeune parce que c'était fin 2017. Et ce qui était intéressant en fait avec ce manga, c'est qu'il a un aspect historique. Alors, le titre c'est Isaac, et on va apprendre l'histoire d'un samouraï japonais et qui va se retrouver dans la guerre des... Ah non, attends, j'ai plus le nom. Oh, Internet, mon ami. Alors, attends, j'ai... Ah, Meilleur voilà, en Gisèle 1620, et donc il va se retrouver en Europe. Alors, bon, contexte historique, je sais pas trop pour le moment, c'est la guerre des 30 ans, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il va être... 1620, forcément. Donc la guerre entre protestants et catholiques, et donc il va Toujours. il va Et se encore. retrouver dans cette bataille pour retrouver un objet. C'est À la bataille de la Montagne Blanche. non, Ah, non, bon. ça c'est bête, mais c'est pas ça. Donc C'est spoilé que de dire c'est quoi ce qu'ils recherchent. alors un peu et pas trop. Vous allez comprendre pourquoi j'y arrive. En fait, Isaac est donc un japonais, et il se déplace, c'est un peu comme un vagabond en fait, parce que alors l'histoire d'origine n'est pas expliquée dans le tome 1, mais bon, c'est au début du tome 2, donc je vais l'expliquer un peu. En fait, Isaac est donc avait donc un maître au départ, et ce maître lui apprenait à tirer au départ, au mousquet, plus précisément. Pour Et ceux qui savent c'est pas, devenu c'est un fusil. Et, Mais c'est dans le Japon médiéval ou c'est en Europe? En 1620, Alors, donc j'y c'est... c'est un... Parce que je veux dire, l'arrivée des mousquets, c'était pendant la restauration Meiji, non, majoritairement, ou un peu après? L'ouverture des Bien ports avant, japonais? bien avant, quand les Portugais sont arrivés au Japon, donc alors là, j'ai pas révisé, hein. Au début du XVIe siècle, parmi les produits que les Portugais apportent au Japon, à côté des missionnaires catholiques, il y a les mousquets. Ah, les missionnaires catholiques vont bien se faire recevoir. Oui, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non. Ce n'est que sous Tokugawa Ieyasu que finalement, à la fin, le catholicisme va être interdit. Mais ça c'est une autre histoire. Mais les mousquets ont bien servi, notamment justement à Tokugawa Ieyasu contre ses adversaires. Alors je recommande le visionnage d'un film que j'adore. C'est Kagemusha, l'ombre du guerrier, Oui. par Kurosawa. Comment est-ce que vous appelez Kagemusha? Kagemusha. Kage, K-A-G-E, et Musha, comme Voilà, ça se prononce, l'ombre du guerrier M-U-S-H. par Kurosawa Akira. Oui. C'est une merveille esthétique, alors ce n'est pas tout à fait historique, mais disons que Il y c'est a beaucoup de détails qui contextuellement oui. très bien fait. proches. C'est un film, c'est une histoire de fiction, mais qui replace beaucoup d'éléments bien placés. Alors si on se documente sur les événements de cette époque, on s'aperçoit que bon, c'était pas tout à fait comme ça. Mais on voit effectivement des mousquets, donc et en nombre. Juste pour info, je suis pas du tout très bon en histoire du Japon, mais est-ce que ça Moi non correspond plus. à l'époque où il y a eu les guerres de clans entre les Taira et les Minamoto, les Non, les Non, ça, Taira et les Minamoto, Moto, voilà, ça c'est au contre XIIe siècle. contre la famille Fujiwara, c'est ça? Non, ça c'est bien avant. C'est bien avant. Ça c'est vraiment le Japon médiéval. Ils étaient vraiment autant L'époque des samouraïs, Sengo- en fait. C'est époque Sengoku, non? C'est ça? Ouais, Alors, Sengoku, c'est la grande guerre civile. Alors, c'est pas une guerre civile, entre guillemets, mais Guerre de clans. c'est une guerre de clans. En fait, Provinciaux, c'était principalement entre deux clans. Alors, je sais même plus qui avait gagné ou le nom des clans, j'ai complètement oublié. Mais ce C'est qui pas s'était bien d'oublier passé, l'histoire en fait, de à son ce pays. moment-là, Il y avait notamment pas mal de conflits dans les provinces d'Iga et Koga, non? C'est ça? si je me rappelle au bien. sud-ouest c'est du ça. Japon. Mais en tout cas, le Japon connaît des guerres civiles et à un moment, à partir du moment où les Portugais ont introduit l'armement feu, européen, ça a donné un avantage, tout simplement, à ceux qui en avaient le plus. On retrouve un peu le même genre de schéma justement au 19e siècle, quand certaines factions,
allez, schématiquement, quand la faction impériale va être armée, équipée et entraînée à l'européenne, elle va pouvoir liquider les factions, ma foi, travaillant encore à l'ancienne, quoi. Oui, c'est comme ça qu'ils vont liquider les Mandchous, les Mandchous, les Mais- Coréens. Mais en restant au Japon, donc le maniement du comment dire Katana. le maniement du mousquet, Mousquet. le maniement du mousquet, en fait, regarde. s'additionne plutôt au XVIe siècle au maniement des armes blanches traditionnelles. Et on- Et- Dont d'ailleurs le katana n'est pas forcément la Non. plus importante. Bah, Le- en fait, Il y a le Yumi, la Naginata, il y a quoi d'autre? il y a. Katana, Et Yumi, Naginata, Masu. Oui. Mais surtout, Il y a les on Bokken oublie, aussi. on oublie, enfin, on ne. Bokken. Ouais, aussi. Comment dire, les Japonais, le Japon et les élites japonaises, héritières des samouraïs, au 19e siècle. mais les élites provinciales ou Non, peu importe, les élites japonaises héritières des samouraïs au 19e siècle, aux époques post-Meiji, reconstituent une histoire du Japon qui les arrange. Et le Bushido La est voie du exhumé, donc la voie du guerrier, code moral, code de comportement, est exhumé à la fin du 19e siècle par ces gens-là, alors que ça n'avait pas une grande importance. mais il y avait Fuir, être fait prisonnier n'était au Japon médiéval pas du tout exclu. Il y a une fabrication. Il y a une fabrication à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle d'une éthique guerrière, une éthique Pas guerrière réellement présente qui, jusqu'à là. non, Non. qui n'était pas absente non plus. En mais fait, qui elle a n'était été- pas elle est- dominante. En fait, c'est un petit peu comme la Renaissance. On fait revenir des idées du passé pour Absolument. les réutiliser et les remettre Tout à au goût fait, du jour. tout à fait. On remanie du passé. D'ailleurs, c'est pour ça. Et c'est Ah, bon, vas-y. non, c'était pas la juste question encore parce que les batailles de Shiroyama, c'était pas entre les rebelles contre l'armée après la restauration Meiji. Justement, est-ce que vous parliez de Alors remettre là, je à flot- perds, je n'ai pas, je confesse mon manque de. Parce qu'il y avait eu une Je révolution. confesse ma grande difficulté à mémoriser C'était beaucoup de noms japonais. Non, c'était le nom d'une bataille qui avait eu lieu entre des insurgés pro-Bushido et l'armée japonaise post-restauration Meiji. Mais donc ça, c'est pas là que situe le basculement qui va mener d'ailleurs le Japon au militarisme qui va en faire une puissance expansionniste. C'est relativement plus tard. Par contre, au XVIe siècle, oui, on manie le mousquet. Oui. Et donc, après tout, comme un japonais qui se retrouve dans l'Allemagne du XVIIe siècle, ça semble, ma foi, un peu. C'est possible. Ouais. Mais bon, après tout, Saint François Xavier est bien allé tenter d'évangéliser le Japon. Pourquoi n'aurions-nous pas eu un retour après? C'est vrai. Ah bah justement ici, je comptais en parler parce que l'idée que va être développée donc à propos des mousquets, en fait, l'histoire est basée sur donc l'assassinat du maître du héros, donc qui s'appelle Isaac. Et en fait, toute l'histoire va tourner autour parce que le maître avait deux élèves, donc Isaac et un autre en fait. Et le maître avait construit pour ses deux jeunes élèves 2 mousquets avec chacun la manière pour fabriquer les mousquets. Cependant, comme c'était un grand maître forgeron, il était demandé par l'empereur. Et pour éviter donc tout ce qui peut être guerre avec des armes à feu, il a préféré noter la fabrication de ces armes sur le mousquet lui-même et en fabriquer que 2 et les cacher à l'empereur. Et donc toute l'histoire va tourner autour. Il y aura un élève qui va trahir donc le maître et donc prendre un mousquet et donc s'enfuir en Europe, et il va rejoindre le camp des catholiques. Et Isaac qui va prendre l'autre arme pour essayer de se venger
de la mort de son maître, qui c'est une traîtrise, et donc il va rentrer dans le camp des protestants. Et ils vont donc se battre en Europe durant cette guerre. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ça, parce qu'on découvre d'abord un personnage mystérieux, parce qu'on ne connaît pas Isaac. On arrive, on est déjà dans la guerre. Dans le premier tome, la première scène, c'est la guerre, la présentation, etc. Une bonne boucherie, quoi. C'est ça, c'est vraiment plus. Et on voit Isaac à peu près au 2e chapitre. Donc on a déjà utilisé 15 pages du manga pour ne pas présenter le héros. Pourquoi pas, c'est une manière de le présenter. C'est original. Et donc justement, c'est ce qui est intéressant à venir après. C'est qu'on aura donc tout ce qui va être les stratégies de siège, par exemple, qu'il va y avoir en fonction des forteresses, et aussi les lieux dans lesquels ils sont positionnés. Et les stratégies de bataille, et justement les stratégies en fonction du Japon à cette époque-là, et de l'Europe, et la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Par exemple, la mentalité des soldats que l'on va observer à un moment dans le tome 2, parce qu'il va utiliser pour la première fois le mousquet devant tout le monde, et c'est à ce moment-là qu'on aura l'histoire. Et donc il va l'utiliser à une certaine distance et surprendre le camp des protestants, et donc devenir de plus en plus célèbre dans le milieu. Ça se promène pas beaucoup un japonais avec un mousquet en Europe, donc voilà, c'est justement ça tout le thème et tout ce qui va tourner autour. Est-ce qu'ils ont toujours leurs habits japonais ou des habits européens classiques? Alors c'est plutôt c'est pour ça que je parlais d'un samouraï au départ, parce qu'il a surtout le plastron, tu sais. Le plastron bushi, non? Oui, c'est ça. Et il garde le même. Alors, je dis ça comme ça, j'ai pas le nom exact ou s'il y a une forme spécifique, mais c'est pas une armure à l'européenne en fait. C'est très différent. Alors, ce serait plutôt en acier, par exemple, pour les armures en Europe. Oui. Et là, elle est complètement noire. Il y a des tissus avec. Il n'y a pas donc de côte de maille. Donc, c'est plaques liées en cuir et tout ça, quoi. Alors, il n'y a pas beaucoup de cuir quand on voit les dessins. Sur les armures japonaises, quand tu regardes, ça fait des plaques. Oui. Et alors, par contre, justement, pour remplacer le cuir, pour alléger, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils nous l'expliquent dans le manga, ils ont remplacé ça par du tissu. Et en fait, le tissu remplace les cordons de cuivre, par exemple, pour relier l'armure entre elles. Et donc ici, on aura Alors, pour l'instant, je vous ai juste parlé un peu de Isaac. Et il y a une autre chose qui est intéressante dans ce manga. C'est... alors bon, il y a les graphismes déjà, on voit bien la différence entre Isaac et les autres personnages européens, en fonction entre catholiques et protestants. Alors ça c'est un petit atout de détaillé quoi. C'est pas les détails en fait, on le sent qu'ils sont pas de la même ils ont contrasté les factions entre elles en fait. C'est ça, en fait par exemple Isaac il a des traits japonais bien prononcés, et par rapport entre protestants et catholiques leur armure est très différente. Protestants en blanc et catholiques en noir, non? Non, alors c'est un manga en noir et blanc, donc ça je pourrais pas te répondre, mais en fait si c'est en noir et blanc, s'il les différencie, c'est une moyenne différenciation. Alors, c'est un peu différent. C'est l'armement en fait qu'ils possèdent. Par exemple, les protestants, on les voit donc avec Isaac, ils se battent avec une épée en fait, un peu comme on pourrait se l'imaginer. Et en face, c'est des armées bien constituées et prêtes à envahir, qu'elle a vraiment pour ça. Et on voit bien la différence entre les deux. Et quand on voit le manga pour la première fois, on sent bien que du côté catholique, ils ont une supériorité au niveau force. Tactique aussi. Oui, tactique par rapport aux protestants qui sont dans la forteresse et qui sont bloqués. Et c'est pour ça que c'est intéressant à première vue. Parce que quand on voit ça la première fois, on se dit tout de suite que, bon, évidemment, ça va être les catholiques qui vont gagner. Mais derrière, la stratégie de Isaac va changer tout le fonctionnement donc de la bataille. Ça va pas être forcément une stratégie auquel des Européens classiques seront habitués. Voilà, et surtout dans la première scène, on voit Isaac utiliser son mousquet. Et ben justement, c'est très très beau et on le voit. En fait, je vais résumer un peu ce qui se passe, mais t'as toute la forteresse qui se fait attaquer et il continue à observer l'herbe. Alors, dit comme ça peut être extrêmement super étrange. Les stratégies japonaises. Il observe le vent, en fait. Il observe le vent sur l'herbe, etc.
Et il ne fait rien. Il voit les catholiques monter au rempart, former un siège, mais il ne fait rien. Il regarde juste. Il y a tous les autres à côté, ils sont en train de se battre, mais il regarde. Et il observe le bon moment pour pouvoir faire une attaque surprise qui, à lui seul, donc seulement lui peut le faire avec son mousquet. Je vous explique pas pourquoi, vous allez peut-être comprendre si vous lisez le tome 1 ou 2. Et donc, on voit tout de suite qu'il est un peu différent des Européens qui se battraient en un contre un en armée, et il va plus essayer d'attaquer stratégiquement. Ouais, donc c'est plus, en gros, les Européens c'est bataille rangée et le japonais c'est stratégique, quoi. Alors non, c'est pas du tout comme ça. J'avoue que mon explication laissait un peu à désirer comme ça, et je comptais revenir dessus. En fait, on voit que Isaac est un peu dans son monde, il est différent des autres en fait. Alors bon, évidemment, on le voit par ses contrastes et par son aspect physique, mais par rapport à une chose que l'on pourrait considérer comme normale, il va pas faire exactement la même chose par rapport à ce qu'on voit. Et on se dit, c'est quand même extrêmement bizarre. Il est pas censé faire ça maintenant, quoi. Et en fait, au long terme, il le fait au bon moment, c'est ça. Il fait ce qu'il a à faire et il ne va se concentrer sur rien d'autre, en fait. C'est ça. En fait, il est engagé comme mercenaire. Et donc, s'il est engagé comme mercenaire, théoriquement, il est censé se battre à plusieurs contre un groupe, par exemple. Et non, là, il est tout seul, en solitaire, et il guette le bon moment à chaque fois pour faire ce qu'il a besoin, en fait. Enfin, je t'entends parler depuis tout à l'heure de tome 1 et tome 2, mais il y a combien de tomes? Pour l'instant, il y en a 3. Il y a le 4 qui va bientôt sortir. On sait pas du tout combien de tomes ça peut faire Non, je sais même pas combien il y en a au Japon. Donc, aucune idée. Ça peut faire 5 tomes, comme ça pourra en faire 25. C'est Autant ça. Berserk, Ok. quoi. Berserk, il y en a 40. Hein. Terminé Berserk? Non. Même pas? On est au tome Toujours pas. 39 et c'est pas fini. Et, Et il compte en faire combien encore? de qui tu parles? L'auteur de Berserk, dont je ne Aucune me idée. souviens plus du tout du nom. Non, désolé, aucune idée. Je les ai lus, hein, mais alors par contre, je sais pas Il y du avait tout. un projet comme quoi tu devais faire une chronique sur Berserk l'année Ouais, mais dernière. alors, il faut faire avec des gens qui ont lu le manga. Moi, peut-être. je peux. Tancred Je suis au tome Tancred 25. peut, oui. Non, Mathis c'était peut pas pas. Matisse, non. Non, Matisse, il peut pas. Enfin, voilà, et je voulais bien que les trois se réunissent pour le faire, mais alors ça ferait une énorme chronique, Berserk. Bien fat. En gros, de quoi faire une émission, quoi. Tu Par sais, contre- quand on avait fait Kimi no Na wa, le film, je crois qu'on a bien fait 50 minutes de débat Oui. là-dessus, Ouais. hein, c'était long. Hein. Non, on a fait 1 heure pile. 1 heure Ah, 1 c'est- heure. Eh oui, mais c'est un Ouah. film en même temps, donc. C'est un film de Vous 1 avez heure. Et on a passé- réussi à pas trop spoiler. Vous avez passé C'était combien de dur, temps mais on a sur réussi. Your Name, hein? Bah 1 heure, c'est ce qu'on vient de dire. 1 heure Ah. environ. Ah oui, non, c'était très long le débat. Et... Et c'était très bien. Il y avait Mathis, Étienne. Moi et Akila. Ok. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense qu'on va parler on va faire un autre débat sur on va sûrement faire sur Steins Gate. Ah oui, oui, oui. Ouais, et donc, je vais réunir les gens qui connaissent ce chef-d'œuvre que tu devrais absolument regarder juste Eh pour ben, ta culture. je vais le regarder pour Mais- pouvoir éventuellement participer au débat. Je te conseille de regarder jusqu'à l'épisode 5 pour commencer. Et par la série originale, parce que y a la série originale est à 0. Parce que Et j'ai si tu commencé commences par par zéro, 0 tu ne pourras et pas c'est comprendre. pas bien. Voilà. Donc C'est, je commence par original et je je... t'explique. Au Tu pire, le fais tu lui par- enverras un message. Tu le fais par C'est date de ça. parution, en fait. Tu commences par date de parution et donc D'accord. tu fais au fur et à mesure. Parce que pour avoir testé en commençant par 0, Il a rien c'est compris. pas bien. Hein. Je suis allé jusqu'à l'épisode 10, j'ai rien suivi, pouvait- j'ai rien compris. Ça paraît logique et ça paraît ne pas être logique. C'est 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 normal. logique Tu sans peux pas être, c'est comprendre. un chaos organisé, Voilà, comme c'est tu ça. dirais. Mais encore une fois, pour recentrer Mm. Isaac, tu Oui. nous le conseilles ou pas du coup? Alors, ça dépend. Par exemple, dans la fiche qui avait été sortie, donc sur là où j'étais sur la page internet, il le conseillait pas avant 14 ans, par exemple, parce que évidemment il y a l'aspect Autour de la table, stratégique. ça va. Voilà, mais il y a l'aspect stratégique au départ que l'on va voir une première fois, et derrière on a une véritable histoire et idée que l'on ne pourra pas comprendre si on regarde ça à 14 ans ou un peu moins. Mm. En fait, c'est un manga à regarder quand on a... Une certaine culture déjà. Voilà, il faut D'ailleurs, avoir Un une certain certaine recul culture. et un Voilà. recul. D'ailleurs, je pensais, si jamais il y a suffisamment de gens qui ont lu tous les Berserk, étant donné que c'est quand même une œuvre colossale, on pourrait aller tenter de faire un débat dessus. Si tu veux, C'est oui, oui. possible. Ça pourrait, est-ce que n'empêche, avec,
Ouais, le faire dire dans le lycée, voir s'il y a Ouais. des gens qui sont intéressés. Puis je pense Oula, que on n'a pas assez de micros. Pas forcément assez de micro, mais tu dis et Un tu gros vois. truc en Je plein pense que air si tu veux avec faire un débat sur un toute millier une de classe comme ça, personnes je te devant. conseille Ghibli. C'est plus facile. Ah oui, mais là c'est bon, là on sort de la salle, on fait fait 3 ça heures. dehors dans la cour et on Ouais. aura Ouais. quand même pas assez de place. Non, c'est pas possible. C'est Mais, qu'une idée, quoi. avec Ghibli, il faudrait le foyer quoi pour faire un débat. Bah, on l'a déjà fait, donc pourquoi pas. Hein, on a mais... déjà Oui, réquisitionné le foyer, hein, nous ça serait pas la première fois. Non. Barsek pour Barsek aussi, quoique ça serait plus difficile peut-être. Ouais, Blame encore par contre, enfin peut-être faire une chronique s'il y a pas assez de monde pour faire un débat. Parce que merci Aquila, j'ai enfin pu emprunter les Blame. Bon, vas-y, dis ce que tu voulais dire sur les Blame. Quoi? Non, je veux juste faire une petite chronique dessus. D'accord. Bah, tu pourrais faire une chronique dessus, je pourrais argumenter derrière. Mais, tu sais, parfois, il y a des mangas que j'ai pas très envie de faire en chronique. Oui, moi je C'est peux pas les parce faire- que je moi les je aime. peux les faire parce que je les aime Oui, bien. voilà. Mais moi, c'est pas parce que je les aime pas que je dis ça. C'est que plutôt, C'est dur de faire quelque chose dessus. Oui, En fait, Sans c'est sa spoiler. manière de penser, en fait, qui va influer des mangas. Par exemple, je vais donner un classique, Death Note. Tout le monde a regardé. Enfin, je pense que Tout le monde plupart- connaît au moins deux noms. au moins deux noms. Oui, au moins. Et moi, Au par moins exemple, deux j'ai. noms, ouais. Ouais, voilà. Mais si j'ai. c'est avec l'adaptation Netflix, ça compte pas. Encore, il est pas. Ah oui, Oh. ok. Mais D'ailleurs, attends, qu'avez-vous attends, pensé du attends. film, histoire de Moi, lancer la polémique? Non, non, mais. En vrai, moi j'ai bien aimé. Hein. Mais pas honnêtement, vu. c'est C'est du divertissement. ouais. Faut c'est pas le voir en c'est pas disant fidèle, c'est la quoi. suite de Death Note. Faut se Ouais, dire, c'est ça prend le concept de Death Note. C'est tout. Prendre le concept et s'amuser dessus. Ouais. Voilà, parce que ça fait un très bon divertissement, hein, honnêtement. Ouais, mais C'est après, pas la purge ouais, que mais tout le après, je monde pense que criait. pour des passionnés de Death Note ou des mecs qui ont Oui, mais vraiment ça, apprécié l'œuvre, c'est pas. Ça- oh, merde. C'est pas forcément. Ouais, mais encore une fois, faut pas rester trop. Faut accepter l'adaptation. Hein. Faut pas être là en mode oui, c'est tellement bien l'original que si on fait autre chose que l'original. Non, mais c'est ce que de je la veux dire, c'est merde. que c'est pas ça, mais c'est qu'il y a adaptation, il y a adaptation, il y a des gens qui font vraiment de la grosse merde. Oui, mais il y en a On ne qui sont donnera pas de nom fanatiques. Dragon même... Ball Evolution. Non. Mais il y en a, même si c'est bien, ils vont dire parce que c'est différent de l'original, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien de penser que ce n'est pas bien. Exact. Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et qui pensent à bien. Bon, C'est dur. Ou qui font juste Alors leur attends, boulot. vite fait. Ah, ok. C'est ça. Justement, j'aimerais revenir sur Death Note. Chacun a sa manière de penser sur Death Note. Par exemple, il y aura des personnes qui vont dire le personnage de Light ici n'était pas assez intéressant, ou le personnage de L était lourdingue et agaçant pour certains. Et chacun va le prendre différemment, et ce genre de Le manga manga- a un recul différent en fait. C'est adaptable selon la personne. C'est Oui, ça. voilà. Bah après, Ça peut être nous, on est tout c'est en- sympathique ce genre de manga ou d'œuvre en Ce genre général. de manga est intéressant quand tu veux en faire un débat, parce que comme ça on peut confronter Bah, les idées qu'on bah, a. Pas Après, forcément que de manga, voilà. puisque ça peut arriver dans d'autres œuvres. Mais bien sûr. Et ça donne au moins, ça donne plusieurs points de vue et ça permet à certaines personnes de penser, de voir certains personnages de d'autres façons différentes. Mais après, Grâce au point de vue différent. T'obliges pas à ne pas choisir un manga parce Oui, que t'as voilà. un avis dessus. Hein. Alors non, mais par exemple, quand j'ai envie de faire un manga qui dépend sur la mentalité comme Steins Gate, par exemple, moi j'ai eu ma manière de penser de Steins Gate, et je vais Ça ne sûrement sera pas la même que d'autres. sûrement pas la même que Mathis, sûrement pas la même que Romain, peut-être Hugo dans le futur, ou Ah, Thomas. je vais peut-être mettre Hugo Julien. du les- futur. Hugo. Ouais, non mais ça va. Mais justement, là, tant que sa manière de penser est différente, on pourra jamais avoir une nette idée de ce manga en fait. Donc Et c'est pour ça que je préfère en faire un sous forme de débat. Donc, Comme les Ghibli. Impossible de parler d'un Ghibli en se disant voilà, sur- ce film est bien parce qu'il y a ça, alors qu'il Bah, y a plein après, d'autres c'est détails. au niveau des Ghibli, il y a des gens qui vont préférer Nausicaa, d'autres Mononoke, le Oh, château tu fais un ambulant. Totoro. Ah, Mon voisin Totoro. Le meilleur Totoro. Hein, il y a aussi autre chose. Tout comme, J'en ai pas les- vu beaucoup, j'en ai même pas vu. De quoi Non. Ah bah non, Non, mais ça, tu n'en parles pas. j'en ai Mais, pas vu assez de Ghibli. Oh, Mais si on prend tu l'exemple, demanderas à Étienne. si on prend les Ghibli par exemple, on peut prendre Le Vent se lève, tu sais, qui était donc une grande idée. Donc si c'est un jeune qui va regarder ça, il va juste voir des avions. Alors que quand on le voit nous, avec par exemple, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça se voit. La première.
La Première et les prémices de la Ah oui, c'est seconde. vrai, c'est des zeppelins. La première et les prémices de la seconde, puisque on voit c'est Caproni, un des plus grands avionneurs italiens, largement oublié hors d'Italie et disons oublié. Enfin bon. Et étant Dans la donné les exploits frontière de italiens. l'Italie, oui. Oui, mais non, Caproni a été un des Nous grands- ne dirons rien de... Ah, c'est vrai, non, Mussolini est absent. un des grands précurseurs parmi les constructeurs aéronautiques. On voit aussi, alors en fait, ce sont les prémices, les prolégomènes de la Seconde Guerre mondiale et de l'industrie aéronautique allemande et japonaise en même temps. C'est-à-dire les prémices, Heinkel c'est-à-dire, Messerschmitt et tout ça. oui, alors Messerschmitt. on ne va pas chez Messerschmitt, si je me rappelle bien, on va soit chez Junkers, soit chez Heinkel. Ok, donc Juncker, c'est Stuka. par exemple. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que construire un avion, tous ceux qui construisent des avions pour construire des avions, pas pour faire la guerre. Il s'agit de construire l'avion qui volera le mieux. Ah oui, bien sûr. Bon, on va écrabouiller des tronches. Bien sûr. On le voit d'ailleurs dans le film, il y a c'est- plusieurs échecs. Ça hein. fait. Sinon, c'est pas drôle si on peut Mais pas non, faire. mais- Ça fait c'est pas un la- petit peu comme la lutte entre Korolev et Chalamet. Oui, mais le constructeur d'avion veut construire l'avion qui vole le mieux possible et le pilote il cherche d'abord à piloter. Voilà. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Si vous demandez à un pilote de n'importe quelle aviation militaire dans le monde ce qui l'a amené à faire ce métier, c'est, mais bon Dieu, voler. Et voler sur les D'ailleurs- machins les plus performants possibles. D'ailleurs, c'est un thème très très important dans les Ghibli. Bah, il y Par a exemple, il y a on a Porco Nausicaa Rosso. de la vallée- On a Porco Nausicaa de la Rosso. vallée du vent, Porco Porco Rosso, Rosso. on a même Laputa avec La Piota. avec le Goliath par exemple. Ouais, ou, enfin, voilà, ouais. il y a alors Il y a- Même dans Totoro, ils finissent Oui. par voler à un moment. Totoro, il y a un Mais peu c'est de pas un avion. Non. Il y a Kiki la petite sorcière aussi. Oui. Avec le Toujours jeune pas un garçon avion. qui s'appelle Tom, je crois, qui voulait créer, qui avait Volons mis à travers sur ici. le vélo une hélice. Même pour si je voir trouve s'il pouvait que voler, pour ce qui est de la Piota, il y a pas, on dirait plus de Alors, je suis grosses désolé. machines de ferraille Alors, non, volantes non, que quand de tu beaux parles des avions, quoi. flapteurs, quand tu parles, tu sais c'est quoi les flapteurs dans la Piota? Oui, c'est les tout petits que Dola a dans son avion. Ou sinon, t'as le Tiger Moth, l'avion de Dola. Oui. Oui. Oui, oui, j'ai appris le nom. Oui, je fais un projet là-dessus. Comment tu fais Oui. pour apprendre les noms? Alors, parce que je fais un projet. un Tiger Moth, c'est un avion de chasse britannique de la Oui. Première Guerre mondiale. Mm. Et Laputa, c'est la cité volante dans les voyages de Gulliver. Aussi. Bah, c'est inspiré de là, la Piota au départ. Mais sur ce, il commence Mais à bon, être, le débat Ghibli n'est pas pour tout de suite. Il va falloir le faire Oui. plus tard, Prochaine parce que fois. c'est trop long. Parce que C'est là, ça, qu'il y aura suffisamment de personnes formées là-dessus. ouais. Voilà. Parce que là, ça fait quand même 1h10 qu'on est dans cette salle, donc et il commence à se faire tard, donc si Akila, t'as une petite conclusion à faire, Les Ghibli, c'est trop bien. C'est tout. c'est très bien. peut rien une dire. conclusion, ça. Voilà. Pour nous, ça va être Vive le manga, un ça au dépend pour revoir. On vous souhaite la semaine prochaine, bien sûr. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'émission 8 et jusqu'à ici, à la semaine prochaine. Au Oui. revoir. Au revoir. Au revoir.